Bonjour et bienvenue sur Diagonale, l'actualité internationale du jeu d'échecs. Alors aujourd'hui au programme, l'actualité de Canal Web, dépôt de bilan, redressement judiciaire et compagnie. Également, nous aurons les commentaires sur le championnat du monde sur Internet. Évidemment, c'est des qualifications sur Internet, c'est très compliqué. Triche ou pas triche, eh bien nous en saurons plus. Également, Étienne Bacrot qui fait un match contre Emil Sutowski, le champion d'Europe en titre, et qui est en train de mener le match. Alors nous avons évidemment pour présenter cette émission notre présentateur vedette, Stéphane Laborde, bonjour. Ouais, bonjour Eloi. Alors donc, actualité chargée, on va y revenir, avec pour ça un invité que tu vas nous présenter une fois de plus. Ouais, mais de nouveau, mais il est venu il n'y a pas longtemps. Et il vient tout le temps. Il vient tout le temps. Hein. Ouais. Donc c'est Jean-Luc Chabanon. Invité permanent. Maître international et ancien maître international, grand maître maintenant. Et non, mais ça c'est normal, il a été maître pendant très longtemps. Maintenant, il est grand maître et donc il est de retour sur Diagonale avec maintenant son nouveau statut de grand maître qu'il a eu un peu de mal à digérer au championnat de France, mais ça va revenir maintenant. Donc alors Jean-Luc, tu seras en phase de digestion du titre de grand maître. Eh oui, donc je suis en phase de digestion. J'ai souffert du syndrome du titre de grand maître international, c'est-à-dire que dès qu'on obtient ce titre, en général, c'est la gamelle. Donc maintenant, je vais revenir plus sérieusement dans la compétition. On le verra en fin d'émission, tu joueras un tournoi à Menton très bientôt, donc là on espère te revoir en pleine forme. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Canal Web, pour en savoir plus. La semaine dernière, nous recevions Jacques Rosselin, qui nous disait dépôt de bilan, effectivement. Donc Stéphane, que s'est-il passé? Il y a eu une bonne et une mauvaise nouvelle. Oui, enfin, disons qu'on s'y attendait quand même un peu, c'est-à-dire que le tribunal de commerce a décidé que Canal Web pouvait continuer son activité. Donc, semble-t-il, les actionnaires historiques de Canal Web ont décidé de remettre au pot. De remettre un petit coup. De remettre un petit coup, effectivement, donc de continuer l'activité. Simplement, pour que ça soit validé par le tribunal de commerce, il faut que ce soit une activité qui soit financièrement équilibrée, que ça n'augmente pas le passif. Et donc, pour ça, il faut se concentrer sur les activités de Canal Web qui rapportent de l'argent aujourd'hui. Et les seules activités qui rapportent de l'argent sont le B2B, c'est-à-dire le service aux entreprises. Il faut le rappeler, Diagonale ne gagne pas d'argent, a plutôt tendance à en perdre. Diagonale ne gagne pas d'argent parce qu'on n'a rien fait pour mettre en place des abonnements ou mettre en place un système qui permettrait d'en gagner. Simplement, on n'a pas eu le temps de le faire parce que ce n'était pas prévu de le faire aussitôt. C'est peut-être dommage, mais c'est comme ça. Donc, il est très probable, mais pas sûr absolument encore, que Diagonale s'arrête. C'est pas encore sûr, puisqu'il est possible que quelques programmes continuent. Donc de toute façon, vous en saurez plus très prochainement. On vous tiendra au courant, soit par la newsletter, soit en direct de vive voix. Vous en saurez plus sur l'avenir de Diagonale. Alors maintenant, le grand débat de cette semaine, c'est donc le championnat du monde FIDE. Il y a des qualifiés par le classement Elo, il y a des qualifiés par zone, et il y a 8 places pour les joueurs qui se qualifieraient sur Internet. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les joueurs sont devant leur ordinateur, on leur donne un appareillement, on leur donne un horaire de jeu, et là, ils sont libres de jouer. Mais alors, personne n'est là pour vérifier que le joueur joue tout seul. Il peut donc être accompagné d'autres joueurs, de grands maîtres expérimentés, de grands maîtres très forts, et évidemment d'ordinateurs. Ouais. Donc tout ça pose un problème évidemment moral. On voit des joueurs non classés qui jouent à un niveau de grand maître international. Ça paraît tout à fait louche. Alors Jean-Luc, ton analyse en tant que joueur professionnel de ce système de qualification sur Internet, les avantages et les inconvénients? Les avantages, c'est que quelque part, on peut dire que ça démocratise un petit peu le jeu d'échecs. Ça permet à un amateur de se qualifier au championnat du monde, un joueur qui est nettement moins fort que les autres joueurs. Donc ça, c'est l'avantage, ce qui fait que tout le monde a envie de participer à cette compétition. L'inconvénient, c'est que finalement, c'est celui qui est quand même le mieux équipé et qui a la plus grosse puissance de machine qui va probablement se qualifier. Donc alors, est-ce qu'on peut dire que tous les joueurs jouent avec des machines? Ça, c'est quand même important. Peut-on jouer sans ordinateur à côté? J'imagine mal actuellement vu le classement qu'obtiennent certaines machines qui est aux alentours de 2650, j'imagine mal un joueur un joueur de ma force essayer de jouer ce genre de compétition sans machine. D'ailleurs moi c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas y participer. On va rappeler quand même, Jean-Luc, que les machines sont interdites. Alors elles sont interdites, mais en même temps on ne peut pas contrôler. Il y a quand même un problème, une aberration de règlement, Stéphane. Non mais bon, du moment qu'on ne peut pas contrôler, on ne peut pas appliquer un règlement, ça c'est clair. Hein. Quand il faut faire des contrôles antidoping. Non, mais quand il y a une loi, il y a une police. S'il n'y a pas de police, il n'y a pas de loi. S'il n'y a pas de contrôle, c'est pas la peine de faire une loi. Ça ne sert à rien. En plus, on a du mal à comprendre comment vérifier, puisque si un joueur utilise deux ordinateurs, une machine pour travailler, pour analyser la position et une autre machine pour
pour transmettre les coups donc, sur le serveur Internet. Donc on imagine comment faire un contrôle. Il n'y a pas de solution, c'est un règlement. Alors, il y a une solution qui existe, on va quand même la rappeler, la FIDE y a pensé. On peut porter réclamation en disant voilà, mon adversaire a joué tous les coups de l'ordinateur, vérifiez. Vous prenez les temps de réflexion, vous regardez ce que donne l'ordinateur après tel temps de réflexion, et vous voyez, il a joué systématiquement le coup de l'ordinateur. À condition de deviner quel programme. Il faut deviner quel programme, puisqu'ils ne jouent pas tous les mêmes coups. Ouais. En plus, pour porter réclamation, il faut quand même payer $200. Ouais. Donc tout le monde n'a pas envie de porter réclamation, c'est évident. Donc voilà, donc finalement, en pratique, il n'y aura jamais de contrôle, et donc tout le monde peut il y a quand même eu un contre-exemple. Kasparov avait organisé un grand prix sur Internet, qui a eu lieu l'an dernier. Il avait perdu d'ailleurs, il avait perdu en finale contre Jeroen Piquet. Oui, tout à fait. Mais dans cette compétition-là, il y avait un arbitre chez chaque joueur. Oui, tout à fait. Mais là, c'était limité à 16 joueurs, ce Grand Prix Kasparov. Donc, on pouvait envoyer des arbitres à 16 endroits différents. Ouais. Là, comme il y a 64 joueurs, on ne peut pas envoyer d'arbitres à 64 endroits différents pour vérifier. Oui, puis c'est pas les mêmes joueurs aussi. C'est pas les mêmes joueurs. Donc, voilà. Donc, alors, bon, exemple en pratique, avant de commenter Étienne Bacrot contre Sutovski, eh bien, une partie d'Olivier Touzane, le sympathique joueur toulousain, maintenant montpelliérain, toujours très sympathique, et Olivier Touzane qui score un maximum, puisqu'il est actuellement deuxième de la compétition avec 3,5 points sur 4, en ayant battu des très forts joueurs. Oui, donc Olivier Touzane qui est maître international, qui a donc un résultat assez fantastique par rapport à son rang dans la hiérarchie internationale, et qui en passe de se qualifier donc pour une compétition pour laquelle je pense qu'il n'aurait pas forcément sa place en suivant le cycle classique, c'est-à-dire le championnat d'Europe. Ouais. Tout simplement, je pense qu'au championnat d'Europe, il y a beaucoup trop de grands maîtres de premier plan et c'est très très difficile. Alors à noter quand même, on va un peu faire le tour des joueurs qui participent à cette compétition. On voit par exemple Sergei Shipov, qui est un russe extrêmement fort, Wojciechowicz, le joueur polonais, Laurent Fressinet, Christian Bauer, Igor Nataf, tout un tas de grands maîtres français. Et bien entendu des inconnus, des illustres inconnus que personne ne connaît, qu'on n'a jamais vus, qui sont non classés des fois et qui eux aussi font partie de la tête du classement. Il faut aussi voir la performance exceptionnelle de Gaëtan Sartou. Oui, Gaëtan Sartou qui lui n'est pas maître international, je crois, non. Et qui fait une performance incroyable, vraiment incroyable, des parties fantastiques. Donc on peut supposer beaucoup de choses. Il a fait notamment nul contre Laurent Fressinet. Mais de toute façon, je crois que c'est surtout la FIDE qui a à remettre, le règlement de la FIDE qui a à remettre en question. Finalement, puisque tout le monde semble utiliser des ordinateurs, pourquoi l'interdire ? Finalement, on va dire que ce championnat sera un championnat d'écuries. Ce sera des échecs avancés. Des échecs avancés avec des grosses écuries, donc une équipe, toute une team qui soutient le joueur, donc qui donne son nom finalement. Il donne son nom à une sorte de marque. Donc on peut même supposer que des joueurs seraient là, mais ne joueraient pas. Par exemple, on peut dire que si ça se trouve, Soulipa n'a pas joué une seule partie. C'est son team qui a joué à sa place. Exactement. Le joueur n'a même pas besoin d'être présent, il peut simplement encaisser la place et aller en finale. Et ensuite, on peut envisager tout un tas de possibilités. Bon, on va tout de suite passer au niveau de jeu, qui est totalement incroyable, vraiment des parties d'une qualité remarquable. C'est du semi-rapide, bon, c'est surprenant. Olivier Touzane contre Ted Brown. Alors, tout de suite la partie. Olivier Touzane, allez blanc. C'est qui ce Ted Brown ? Ted Brown, c'est un Américain que Jean-Luc connaît sans doute. Ted Brown, donc c'est un grand spécialiste du jeu sur Internet. C'est un joueur amateur qui doit avoir un niveau modeste. Un niveau modeste, mais qui a su s'équiper et qui doit avoir quand même des connaissances du jeu correctes, qui a su s'équiper, donc qui a préparé donc son matériel informatique pour ce championnat du monde et ses résultats. C'est une supputation, évidemment, on n'a pas de preuves. On n'a pas de preuves. Nous ne pouvons pas le prouver. Mais bon, donc c'est un joueur finalement. Donc actuellement, l'intérêt finalement, c'est une sorte de guerre stratégique, quoi, ce championnat du monde, c'est-à-dire utiliser donc des armes technologiques. Donc on peut supposer qu'Olivier Touzane aussi, évidemment, utilise un ordinateur. Exactement. Donc maintenant, on utilise des armes technologiques pour vaincre son adversaire sur l'échiquier. Ça devient du terrorisme. De la science-fiction, exactement. Bien. Alors la partie D4. Cavalier F6, C4, cavalier F3, bon, G6, ouais. G3. Alors G3, ça amène plutôt des positions fermées, donc un peu anti-ordinateur peut-être. Fou G7, Fou G2, petit roc, D6,
C4. Donc là, on est dans la position de base de l'Est indienne avec G3. Pour en savoir plus, vous pouvez aller dans Diagonale la leçon, jouer la défense Est indienne contre G3. Vous aurez tout un tas d'analyses sur cette position. Oui, G3 qui est une des armes les plus redoutables contre l'Est indienne avec la baïonnette. Oui. Et d'ailleurs, je crois que Garry Kasparov lui-même la refuse en général. Il préfère jouer D5 et transposer dans une Grunfeld. Ne pas jouer avec D6, jouer C6, D5 avec une position équilibrée. Il a fait beaucoup de nuls contre Anatoly Karpov. En tout cas, les Noirs sont en défense. Il avait d'ailleurs joué une partie remarquable contre Vladislav Katchev à la Coupe du Monde, donc, où il avait fait match nul. Il n'avait pas gagné avec les Noirs, mais c'était une partie d'une combativité incroyable. Cavalier BD7, cavalier C3, E5. Donc là, c'est une réaction normale des Noirs. C'est une variante tout à fait classique. E4. C6, c'est la théorie, tout ça, Jean-Luc. Ici, les Blancs au centre ne peuvent pas bouger ce pion, puisque s'ils prennent, ça s'égalise tout de suite après Dame E5. S'ils avancent, eh bien, ça donne trop de cases. On peut jouer avec Dame B6, cavalier C5, des plans comme ça. Il n'y a pas de problème pour les Noirs. Donc ici, les Blancs ne bougent pas au centre, c'est le principe, et ils essaient de provoquer les Noirs à prendre en D4. En fait, ils veulent que les Noirs prennent en D4 pour reprendre du cavalier et ensuite attaquer le pion D6. L'idée positionnelle de cette ouverture, c'est ça. Donc ici, on joue un petit coup, on joue H3. L'idée, c'est le développement naturel du fou sur la case E3. Sans crainte de cavalier G4. Sans crainte de cavalier G4, tout à fait, Stéphane, puisque le pion contrôle. Donc ça, c'est l'idée. Ici, si les Noirs jouent normal, eh bien, on ne sait pas trop ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'ils ont envie de sortir leur pièce. Mais le fou C8 n'a pas beaucoup de cases. Le fou C8 n'a pas beaucoup de cases. Donc c'est difficile de se développer sans prendre là, puisqu'on ne sait pas quoi faire de notre cavalier D7. Donc une des variantes qui existe, c'est pion prend D4 et cavalier C5, sur quoi les Blancs ont achevé ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire la colonne D semi-ouverte sur le pion D6. Et si les Noirs ne prennent pas en D4, eh bien on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Il y a une alternative, c'est le coup Dame B6, la variante hautement théorique, puisque là, sur fou E3, il y a Dame prend B2, donc évidemment. Et la menace, c'est pion prend D4 et cavalier prend E4. Avec le fou G7 qui se réveille sur le cavalier. Sur le cavalier D4. Donc ça, Dame B6, c'est un coup reconnu par la théorie comme étant assez fort. Et il y a une contrepointe en fait. Normalement, on joue tour E1. Ouais. Ça, c'est la grande ligne, tour E1. Mais il y a également la position mise au point par Alexei Shirov pour la première fois contre Garry Kasparov. La partie de référence, c'est le coup C5. Oui, donc ça chauffe. Je précise un petit peu, puisque je connais très très bien ce genre de position, que C5 donc, est actuellement donc, la ligne, ce n'est peut-être pas la grande ligne, mais c'est la ligne qui est jouée par les joueurs top mondiaux. Donc depuis cette fameuse partie d'Alexei Shirov, et je crois même que Yusupov aussi a joué ça. Donc depuis ces parties-là, où on a vu que les Blancs obtenaient vraiment des chances d'attaque incroyables, les Blancs se sont mis à jouer cette ligne et récemment donc, il y a l'ancien champion du monde Kalifman qui avait gagné une très très belle partie avec cette ligne. Donc il y a beaucoup de parties de référence. Les parties de référence évidemment c'est ce qui détermine la théorie moderne. La théorie c'est l'ensemble des positions existantes. Donc maintenant C5 est le coup statistiquement le plus joué, le plus représentatif de l'évolution de la théorie échiquienne dans cette position. Et donc après C5, il y a une suite forcée Jean-Luc. Oui, là on est obligé de prendre du pion D en C5. Oui, puisque la dame est attaquée. Donc le pion D6 aussi, D prend C5, pion prend E5. Pion prend E5. Normal. Obligeant les Noirs à jouer cavalier E8. Cavalier E8. C'est le seul coup. Cavalier E8. Voilà, donc C5 qui est un sacrifice de pion. Alors pour l'instant c'est toujours l'égalité matérielle, mais le pion E5 est perdu. Mais le pion E5 est perdu, donc dans cette position... Alors on peut jouer fou F4 aussi, par exemple Jean-Luc, pour défendre le pion. Mais c'est pas très intéressant parce que les Noirs joueraient simplement cavalier C7 et cavalier E6. Une variante dans ce style. Par exemple, ou peut-être dame prend B2. Peut-être dame prend B2 aussi. En tout cas, dans cette position, les Blancs ont une ressource incroyable, donc c'est le coup tout simple E5, E6. Tout simple, alors c'est pas vraiment le mot. L'idée de ce coup, donc E6, les Noirs sont obligés de prendre puisque la menace c'est non seulement pion prend cavalier mais aussi pion pousse ramassant la tour. Donc il faut prendre. Voilà. Et maintenant, donc là, il y a vraiment eu un sacrifice de pion, mais quelles en sont les compensations ? Je crois que le mot qui pourrait qualifier donc, les compensations serait déstructuré. On pourrait dire que les Noirs dans cette position sont déstructurés, c'est-à-dire que leur structure de pion à l'aile roi par exemple, avec H7, G6 et E6, est plus fragile que lorsque le pion était sur la case F7. Tout à fait. Donc, en plus, il y a 4 pions contre 3 de ce côté-là. Donc là, effectivement, les Blancs sont en train de monter ce qu'on appelle une attaque contre le roi, il faut bien le dire.
Le plan d'attaque, eh bien, il est magnifiquement illustré par cette partie. Et c'est une très bonne stratégie de la part d'Olivier Touzane, qui, s'il considère que son adversaire ne se joue pas très bien aux échecs, mais en revanche dispose d'un ordinateur puissant, on sait que le point faible des ordinateurs, eh bien, c'est quand ils sont attaqués, quand leur roi est attaqué, très précisément. On peut déjà dire que Ted Brown, dans cette position, a fait un mauvais choix d'ouverture avec une machine. On peut déjà trouver des conclusions stratégiques donc, dans cet emploi donc, de l'ordinateur pour la victoire. On va quand même rester au conditionnel, Stéphane, parce qu'on n'est pas sûr à 100% qu'il joue avec des machines. Mais c'est probable. Oui, c'est hautement probable. G5. Attaque le pion E6. Donc cavalier G5, c'est la manœuvre quasi classique dans ce type de position. Donc on attaque tout de suite le pion le plus faible, le maillon faible, le pion E6. Exactement, d'autant plus qu'on laisse ensuite le pion F avancer, puisqu'il n'est plus bloqué par un cavalier en F3. Est-ce que les Noirs ne peuvent pas bloquer avec E6, E5 E6, E5, alors Stéphane. Ça n'a pas l'air très bon, puisque ça affaiblit les cases blanches, mais... Je pense qu'on peut jouer tout simplement cavalier E6. Oui, on peut aller prendre le fou G7, ça c'est une possibilité. Est-ce qu'il y en a d'autres? Cavalier E6, ça a l'air assez fort quand même. On jouerait cavalier E6, attaque la tour, attaque le fou. Également au passage des petites menaces avec cavalier A4 et le pion C5. Donc ici, après un coup comme tour F6 par exemple, on prendrait en G7. On peut aussi jouer cavalier, oui, on peut prendre... On prend G7, cavalier prend G7, et là, fou G5 par exemple, avec une position compliquée, mais on va jouer sans doute avec F4. Enfin, il y a de l'initiative. À noter que c'est pas évident que cavalier E6 soit le meilleur coup quand même, Jean-Luc. Oui, parce que les cases blanches sont affaiblies, peut-être... Un coup comme Dame 2 peut aussi profiter de l'affaiblissement des cases blanches pour jouer Dame C4 échec, ce genre de choses. C'est juste, Dame 2 a l'air d'être plutôt un bon coup, avec la menace aussi de développement simple avec fou E3. Dame 2 est sans doute préférable ici. E5 c'est possible, hein, Jean-Luc, de toute façon. E5 est possible, mais c'est un coup quand même assez douteux. G5, cavalier E5. Donc cavalier E5 est le coup normal. Donc normal puisqu'on veut revenir en F7 avec le cavalier. On veut revenir en F7 pour échanger ce cavalier dangereux en G5. Ça protège le pion E6. Et le fou C8 défend le pion E6. Oui. Donc tout ça c'est important. C'est encore la théorie. F4. Cavalier F7. Cavalier F7. Cavalier prend F7. Cavalier prend F7. Et là donc dans la partie, pointe, hein. Dans la partie dont j'ai parlé tout à l'heure, la partie de Kalifman, qu'il a joué, je crois, contre le numéro 1 mexicain, Gilberto Hernandez. Oui, j'ai regardé cette partie d'ailleurs récemment puisque Gilberto Hernandez était l'invité du tournoi d'Evry. Donc dans cette partie, le joueur mexicain avait repris de la tour directement en F7 et s'était retrouvé avec un fou enfermé après le coup E4-5. E4-5, donc le fou est en G7, enfermé. Le plan des blancs maintenant c'est cavalier E4, H4, H5. On en verra une illustration dans la partie, une illustration dans une position similaire. Mais ici, le fou G7 se retrouverait enfermé. Donc, au lieu de reprendre en F7, on peut asséner ce qu'on appelle un échec intermédiaire. Ouais. Donc, fou D4 échec. D4 échec. Le fou n'est pas prenable, évidemment, il est défendu. Roi H2, très logique. Et maintenant, tour prend, ce qui fait que le fou est beaucoup plus actif ici qu'il ne l'était en G7. Exactement. D'autant plus que les blancs sont quand même obligés de jouer E5. Il y a peut-être intérêt à prendre ce cavalier C3 finalement aussi. Alors, prendre le cavalier C3, Stéphane, c'est extrêmement responsable. Extrêmement responsable parce que quand on a pris ce cavalier. Oui, mais d'un côté, ce cavalier va être très actif aussi puisqu'il va sauter sur la case E4, visant les cases faibles D6, F6 et éventuellement G5. Donc on va montrer l'énorme problème de fou prend C3, Stéphane. C'est qu'après pion prend, c'est pas les cases noires qui sont faibles, ça c'est un problème sur le long terme. C'est qu'on n'a plus de fou pour défendre les cases noires, c'est la colonne D qui maintenant est ouverte. Et donc les blancs peuvent y accéder facilement. Donc comment joue-t-on déjà dans cette position? Pas facile. Difficile de trouver ne serait-ce qu'un seul coup, puisque tour D7 n'est pas du tout constructif. Tour D7, c'est un coup qui attaque la dame, mais ça n'a aucun sens. Le fou, on peut jouer Dame G4 ou Dame 2. Dame G4 a l'air fort. Dame G4 a l'air fort, Dame 2 a l'air très bien également. À venir, fou E3, tour D1. Très très belle position pour les blancs, qui malgré leur pion de moins n'ont absolument pas à s'inquiéter dans cette situation. On voit que les pièces noires sont engluées complètement à gauche de l'échiquier. La tour A8 et le fou C8 sont vraiment très très mal placés. Donc fou prend C3, ce n'est pas un coup qu'on pourrait recommander après E5. En revanche, cavalier C7 est un coup très logique. On veut revenir sur la case D5. Voilà. Enfin, on ne peut pas faire plus logique que ça. Les noirs ont des cases au centre, il faut les exploiter. On a déjà mis un fou en D4, maintenant on va mettre un cavalier en D5. Maintenant, que se passe-t-il? Cavalier E4. Ah, voilà, ce cavalier devient très fort. On vient en D6, tout de suite, il attaque toutes les cases. Ou en G5. Il rayonne ce cavalier-là. Il est très fort. Cavalier D5. Contrôler la case F6, c'était quand même la case la plus importante. Et maintenant, plan de jeu. Comment est-ce que les blancs font pour améliorer leur position?
Ça n'a pas l'air si facile que ça. Mais ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il faut remarquer, c'est qu'effectivement, les noirs ont leur roi un petit peu en l'air, Oui. puisque les pions sont un peu disloqués, et les blancs ont 4 pions contre 3 de ce côté. Donc a priori, c'est quand même de ce côté qu'il faut agir. Il faut de toute façon attaquer le roi. Mais maintenant, comment faire? Puisqu'on ne peut plus attaquer avec les pièces, ça a l'air clair. Il faut essayer de casser la structure. Il faut essayer de casser la structure des pions noirs. Il faut donc faire un plan de pion. Il faut un bélier, ce qu'on appelle un bélier. Un plan de pion qui, évidemment, n'est jamais pratiquement envisagé par l'ordinateur, ce genre de coup. L'ordinateur verrait plutôt des coups comme K et D6 qui ne servent à rien, puisque l'ordinateur ne sait pas faire un plan de jeu à proprement parler. Ou en tout cas, il a du mal. Donc le bon coup, trouvé par Olivier Touzanne, H4. Coup très fort, Jean-Luc. Oui, donc H4, un coup très très fort, un coup très logique. Ce qui est quand même amusant dans cette position, c'est de voir que les blancs n'ont pas développé leur tour et leur fou. Et leur ils tour attaquent quand même. Et ils attaquent quand même. Alors bon, c'est pas très conventionnel quand même. C'est pas très classique, c'est vrai, mais il se trouve qu'il est quand même difficile d'attaquer ce roi en H2. Oui. Oui, le roi blanc est extrêmement bien protégé, c'est clair. Que le pion B2 est défendu aussi de manière indirecte. Oui, sur fou B2, il y a tour B2, il y a tour B1, le fou serait cloué. Oui. On perdrait sur la dame. Le fou d'ailleurs. Ce qui fait qu'on peut se permettre donc de pousser et c'est quand même un des développements les plus utiles dans cette position. C'est-à-dire que H4, H5, c'est assez fort parce qu'une fois qu'on a joué H5, on joue dame G4, la dame elle passe, et on attaque le pion G6 en force. Donc ça c'est plutôt une menace assez directe. Ouais. Dame D8 jouée par Ted Brown. Oui, de toute façon cette dame ne fait plus rien en B6. C'est juste. Elle est bouchée par le pion C5 notamment. Elle faisait un peu pression sur le pion B2, mais bon. H5 quand même, très logique. Toujours l'idée dame G4, puisqu'on voit que la dame en D8, en fait, eh bien, elle ne peut pas venir nulle part. Toutes les cases sont contrôlées, donc pas de problème. Tour F5, attaque du pion. En fait, ce coup cherche à provoquer les blancs à prendre. Ouais. Les noirs veulent que les blancs prennent. Comme ça, après la reprise, eh bien, ils espèrent pouvoir utiliser la colonne H. Les noirs, hein, évidemment. Fou F3, donc ça c'est extrêmement bien joué de la part d'Olivier Touzanne. On ne prend pas, donc... Fou F3 tout simplement pour défendre ce pion H. Libérer donc la case G2 pour le roi. Oui. Et après on pourra placer la tour sur la colonne H et continuer l'attaque du roi noir en G8. Donc là on voit véritablement chez les blancs ce qu'on peut appeler un plan d'attaque. On voit un plan d'attaque, une position, donc si on prend un petit peu donc, les principes donc, de certains pédagogues, une position du roi blanc en G2 qui sera quand même quelque part plus sûre que la position du roi noir adverse, oui, si on regarde un petit peu. Et ce qui leur permet finalement donc d'ouvrir la position et de continuer l'initiative. On voit que tout le problème des noirs, c'est évidemment que ce cavalier D5 est indispensable, donc il ne peut pas servir à l'attaque, hein, puisqu'il contrôle la case F6. Donc si on veut tenter quelque chose avec ce cavalier, c'est pas possible, il y aura toujours cavalier F6 qui sera trop fort. Le fou D4, il n'a pas de case, la tour F5, elle est bien placée, il faut absolument ramener la tour A8. Ouais. Mais pour ça, on ne voit pas trop le plan, fou D7, c'est malheureusement quasi impossible à cause de cavalier D6 qui prend B7. Coup un peu alternatif, mais qui affaiblirait la structure de pion de l'autre côté également. Ouais. Donc ça, Ted Brown n'a absolument pas voulu permettre ça. D'ailleurs, je voulais dire que le joueur mexicain n'avait peut-être pas eu tort quand il avait décidé de garder son fou en G7. Oui, les deux coups existent. Puisque les deux coups c'est le carrefour donc, théorique de la position. Et avec un fou en G7, peut-être que le roi est plus en sécurité. C'est une éventualité. Ted Brown ici joue un coup capitulatoire. Tour F8. C'est retour de la tour. Ouais. C'est pas très joli. C'est pas très joli, mais il ne sait plus quoi faire. Il n'arrive pas à trouver, lui, de plan de défense. Olivier Touzanne, lui, il a un plan d'attaque. Ça, c'est typiquement un coup qui a l'air d'un coup d'ordinateur. Oui, puisque ça ne s'inscrit pas vraiment dans un plan. Ouais, on aurait plutôt envie de jouer, au pire, effectivement, fou B7. Fou D7, oui, même donner le pion B7. Voire jouer peut-être A5, en essayant d'activer la tour par A6, B6, peut-être. Oui. Même si ça n'a pas l'air top. Non, mais on peut jouer à 5, B5 et tour A7, c'est un plan qu'on voit régulièrement. Oui, aussi. Ouais. Bon, ici, tour F8, c'est pas un plan, c'est tout sauf un plan. Ouais. Alors que les blancs, eux, ils ont un plan. Ils jouent tour H1, d'abord. Bon, alors, il y a peut-être des finesses. De toute façon, le prochain coup, ça va être roi G2 avec colonne H. Ouais. La fameuse colonne H. Roi G7, toujours pas de plan chez les noirs. Toujours pas de plan. Ouais. À noter que c'est difficile d'en proposer un, mais en tout cas, il était sans doute préférable de chercher vraiment un truc pour activer cette tour A8. On pense vraiment à fou D7, fou E8. Non, mais A5, B5, elle a l'air bon. A5, B5, tour A7. A5, B5, c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus utile. Mettre le roi en G7, ça n'a pas l'air terrible. Et ça a l'air solide pour les noirs finalement. Cavalier G5. Ouais. Donc là,
petit changement dans le plan. Enfin, disons amélioration du plan, c'est un upgrade, comme on dit. On veut mettre le fou en E4, la dame en G4 et le roi en G2. Alors, est-ce qu'on n'a pas peur sur ce genre de coup à une contre-attaque qui serait H6 suivi de G5? Alors, H6 dans cette position, Stéphane, on va le regarder tout de suite. Ouais. C'est quand même intéressant. H6. Donc là, en toute logique, on joue cavalier E4, il n'y a pas vraiment de sacrifice de pièces qui se profile. Donc cavalier E4 Et là, éventuellement G5. et G5. Donc sur G5, je pense qu'on peut. Avec l'idée on que peut se permettre évidemment, ça attaque F4, donc qui devient faible. Et si on prend Oui, en bah, G5, on prend en G5 d'ailleurs. c'est le pion E5 qui saute. Fou prend E5, on prend en H6 maintenant, Ouais, et roi H8. voilà. Ça s'envisage. Ça s'envisage, c'est compliqué, mais le roi noir est quand même pas vraiment en sécurité encore. Hein. Non, le roi noir n'est pas en sécurité. Mais Les noirs n'ont pas résolu leur problème de développement. Mais Donc- ça a bouché la colonne H. La colonne H est bouchée. Et qui prend C5, Stéphane, quand même. Quel prend C5? Ouais. Ou fou G5 aussi. Fou G5 qui est pas mal. Bah, Les blancs c'était les blancs jouable. se déploient très vite. C'est jouable. Oui, de toute façon, la position après K G5 est catastrophique. On doute quand même que H6 G5 puisse être une solution au problème des noirs. Ça n'a pas l'air évident du tout. Les blancs ont une très belle position d'attaque, c'est ce qu'il faut voir. Et l'ordinateur, donc si Ted Brown joue bien avec un ordinateur, eh bien, ne propose jamais de coup constructif en défense. C'est là qu'Olivier Touzan a plutôt bien calculé son coup. Fou D7, c'est l'heure. Maintenant qu'il n'y a plus de K D6, K prend B7, on joue Fou D7, c'est normal. Fou E4, attaque continue. Hein, c'est grosse attaque quand même. Donc là, ça peut menacer des cavaliers prend H7 peut-être. Ouais, pas encore, simplement roi G2. Hein, je crois que roi G2, ensuite pion prend G6 et tour H7. Il n'y a pas besoin de se presser. Tour H8. Dame G4, ça monte. Ça monte grave. Là, la menace directe, c'est qu'il prend H7. Menace extrêmement forte, puisqu'après, avec la Dame E4 et le fou, la Dame G4 et le fou E4, il y a le pion G6 qui tombe avec un réseau de maths. Donc tout ça, ça se passe sur case blanche. Donc Jean-Luc, les noirs doivent défendre les cases blanches. Oui, les noirs doivent absolument défendre le pion G6 et en même temps le pion E6 qui est en prise par le cavalier et la dame. Donc le coup qui défend les deux pions, c'est le coup Dame E8. Dame E8, puisque effectivement, comme tu l'as dit, E6 c'est également en prise. Donc Dame E8, c'est normal. Et là, un petit coup assez brillant d'Olivier Touzan. Il ne joue pas roi G2 tout de suite. Il aurait pu le faire. Il ne le joue pas. Il joue fou D2. Un coup de développement. Donc ça, c'est vraiment pour prouver aux noirs qu'ils n'ont pas de défense. Ils n'ont pas de coup. Ils ne peuvent plus rien faire. Ouais, Ils sont complètement muselés. C'est un très joli coup. Sur fou prend B2, Jean-Luc, il y a encore tour B1. Tour B1, tour prend B7. Et là, ça c'est mortel. Ah bah là, ça rajoute encore une tour à l'attaque. Ça tue. Ça, c'est mortel. Donc le pion B2 n'est pas vraiment en prise. À quoi ça sert fou D2? Eh bien, à ramener la tour quand elle voudra. C'est-à-dire, on augmente notre potentiel d'attaque, tout simplement. Tout à fait, Dame E7, les noirs ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus où ils sont. Hein. Dame E8 suite Dame E7. Alors là, il faut calculer la variante qui prend H7, qui a quand même l'air intéressante. Donc sur roi prend, il y a sur dame roi prend prend G6 mat. Mat, dame prend G6. Et sur tour prend. Tour prend forcé, dame prend G6. Dame prend G6. Et maintenant roi H8. Et la tour H7 est défendue. La tour H7 défendue par la dame E7, c'est la pointe. Et ici, c'est pas si facile de continuer l'attaque. Il y a sans doute des solutions. Surtout que l'autre tour va revenir en défense en G8. Oui, exactement. En fait, on ouvre les lignes contre nous. Donc c'est pas bon. Dame E7 est un coup qui tient. Olivier Touzan joue roi G2. Tranquille. Tranquille. Donc là, il peut patiemment, par exemple, doubler les tours. Il peut jouer tour H3, suivi de tour A, H1. Un plan à la Karpov. Tour H3 suivi de tour A, H1. C'est vrai que ça, c'est assez fort. Il y a peut-être des combinaisons directes aussi qui vont marcher. Là, je pense qu'il menace aussi tout simplement. Donc, cavalier prend H7. Qui prend H7, tour prend. Tour prend H7 et H prend G6. Pion prend G6. Qui attaque la tour et après l'échange des tours, il pourra rentrer sur la case H7. Il peut revenir en H8 aussi. Oui, non, ça n'a pas l'air de marcher directement, Jean-Luc. Si, ça marche directement puisqu'après tour H8. Supposons par exemple le coup A5. Cavalier prend G7. Qui perdrait un temps, donc pour voir la menace des blancs. Ça, c'est une simulation totale. K prend H7. Non. Cavalier prend H7. K prend H7. Tour prend. Pion prend G6. Pion prend G6. Tour prend H1. Tour prend H1. Tour prend H1. Tour H8. Tour H7 échec. Tour H7 échec, c'est la pointe. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est la menace. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Parce qu'après tour prend, il y a pion prend échec et c'est fini. Fini. La menace, c'est dame H5 et dame H6 et ça monte. Donc c'est ce qui s'est passé. En fait, menace imparable peut-être. Hein. Attention. Menace imparable. Donc les noirs ont décidé finalement de protéger le roi le plus possible pour éviter donc, cette combinaison. Tour à G8. En jouant tour à G8, il prépare la fuite du roi par F8-E8. Oui. Donc le roi noir qui veut donc finalement quitter l'aile roi
Et finalement, c'est la preuve que la stratégie des Blancs, donc de fragiliser la structure de pion à l'aile roi, était la bonne. Bah là, on voit dans cette position que c'est très probablement un énorme succès, puisqu'on a du mal à croire, quoi qu'en dise l'ordinateur, qu'il n'y ait pas de combinaison de gain dans cette position. Et d'ailleurs, il y en a une. Et ce qui est intéressant dans cette partie, c'est que les coups qui ont été joués par les Blancs peuvent très bien, très facilement être trouvés par un joueur. Oui. Et quand même arrivent à détruire donc, la carapace donc, de l'ordinateur. Ce qui veut dire que si on devait tirer une conclusion en tant que programmeur d'un logiciel, il faudrait éliminer donc, cette défense est-indienne du répertoire. Cette défense contre G3. Cette défense contre G3 et passer à autre chose, tout simplement. Attention, c'est peut-être l'humain qui a choisi aussi l'ouverture. Hein. Ça arrive fréquemment. On peut imposer à l'ordinateur une ouverture. Donc là, voilà, tour à G8. Vous avez eu le temps de réfléchir à la position pendant que nous discutions philosophiquement de la puissance relative des ordinateurs. Et donc maintenant, il y a le gain immédiat donc, que Jean-Luc a mentionné tout à l'heure, la combinaison qui tue, cavalier prend H7. Cavalier prend H7. Donc un coup de massue, la menace... C'est H prend G6. Non, dame prend G6 mat, ouais, dame prend G6 mat ouais. qui est assez forte. Pas mal, ouais. Donc ici, forcé, tour prend H7, pion prend G6, tour prend H1, ouais. tour prend H1. Menace tour H7 qui gagne la dame. Menace tour H7 avec gain de dame, puisque la dame sera enfilée. Roi F8. Tour H7 quand même. Tour H7, ouais. Ça monte. Ouais. Attaque la dame. Bon, si la dame bouge, ça va aller très vite avec G7. Tout simplement, par exemple, un coup comme dame D8, ouais. qui n'est pas une défense, puisque là, il y a G7 échec. G7 échec. Et donc sur roi... suivi d'un mat, il y a un mat. Il y a un mat très simple, puisque sur roi E7, on joue dame G5, ouais, dame G5 suite fou G6 mat. Suivi de fou G6 mat. Donc là, ça va très vite, hein, tout simplement. Ouais. Tour H7, on ne peut pas bouger la dame, il faut jouer tour G7. Tour G7, ouais, tour G7. C'est joli, cette position. Maintenant, plusieurs solutions. Donc on voit que sur tour H8, il y a tour G8. Ouais, ça tient. Ça a l'air de tenir, puisque sur G7 échec, il y a dame prend pion. Dame prend pion ouais, G7. dame prend pion, ouais. Donc ça ne marche pas. Dame H5. Le coup d'Olivier Touzanne. Tranquille. Tranquille, avec une menace... Avec l'idée que si les noirs font tour prend H7, on fait pion prend H7 et dame au prochain coup. Et dame au prochain coup. Donc voilà. Les noirs peuvent rien faire et la menace c'est de jouer dame H6. Oui, et mat. Qui cloue et ensuite tour H8 mat. Oui, exactement. Voilà, tranquille. En fait, c'est des genres de coups pas faciles à voir pour un ordinateur. Oui, c'est un vissage positionnel. C'est pas évident. Peut-être la seule défense, c'est peut-être de jouer fou E8. Fou E8, c'est un coup possible. Je pense pas que ça défende, évidemment, puisque ça a l'air, cette position a l'air catastrophique. Ouais, on peut toujours jouer dame H6. Dame H6, ouais, a l'air. Jouer la tour. Menace mat. Dame H6, c'est vrai que ça a l'air fort. Menace mat. La seule défense, c'est cavalier F6, hein, comme dans la partie. C'est tout à fait similaire. Oui. On prendrait le cavalier. On prend le cavalier. Dame prend. Ouais. Donc ici, déjà, les blancs, 1, ont récupéré leurs pièces. Ouais. 2, il y a égalité matérielle, donc ça, c'est normal. Et ils ont toujours l'attaque. Ouais. Ils ont toujours l'attaque. Beaucoup de possibilités de conclure. Notamment le coup F5, ben, c'est exactement similaire à la partie, donc on va se contenter de regarder la partie. Qui est après dame H5. Donc il n'y a pas eu fou E8, qui était un coup possible. Il y a eu fou prend B2. Donc, autant mourir le ventre plein. Exactement. Puisque maintenant, en plus, on menace de pousser le pion C, Jean-Luc. Oui. Au moins, on se crée un petit. Au cas où les blancs se trompent, les noirs vont gagner la partie. Dame H6. Ça y est, là, c'est mathématique. Menace mat. Un gain mathématique. Menace mat. Menace mat, tour H8. Cavalier F6, seule défense. Ouais. Cavalier F6, seule défense, parce que sur tour H8, le cavalier F6 reviendrait sur la case J8. Exactement. Ouais. C'est une interception de ce mat du couloir. Ce qui fait qu'on est obligé donc de prendre ce cavalier, toujours pour menacer tour H8. Exactement. Dame prend F6 qui libère, libère la case de 7 pour le roi. Qui offre une case au roi. Ça a l'air bien pour les noirs, ça. Ça a l'air d'aller pour les noirs pour l'instant. Ça a l'air d'aller pour les noirs, mais là, donc, les blancs ont toujours l'initiative et vont exploiter, le jeu sur case noire en jouant tour H8, roi E7 et F5, F4, F5. F5 très fort, menace fou G5. Menace fou G5 qui gagne la dame. Oui, qui gagne la dame. Ouais. Voilà, une fois de plus. Tout à fait. Menace de clouer la dame. Menace de clouer la dame et de la prendre. Donc là, il n'y a pas 36 défenses. Hein. C'est très simple. On voit tout de suite que dame E5 perd rapidement. Dame après, fou G5 échec. Ouais. Roi D6 forcé et fou F4.
enfermement. Fou F4 qui, ouais. De nouveau un cloal. Et on peut aussi regarder, donc, au lieu de dame E5, on peut regarder le coup dame D4, par exemple, ouais, dame D4. qui perdrait assez simplement après... Il y a du F6 échec qui arrive. Ici, le meilleur coup a l'air d'être dame H4, en fait, qui gagne aussi très vite. Ouais, dame H4, ouais, elle a l'air très fort. Avec un mat probable. Dame H4, c'est assez fort. Ouais. Donc sur dame F6, c'est très simple, il y a fou G5. Ouais, et sur roi D6, l'autre coup, il y a fou F4 pour Roi le moment. D6, fou F4, E5. Et là, on peut jouer dame F6 suivi dame D8. Dame F6 suivi de fou prend E5, tout simplement. Oui. Non. Ah Donc dame D6 non. suivi dame D8, c'est bien. Dame F6. Dame F6. Roi C7 forcé. Dame D8. Dame D8. Roi D6. Dame B8. Ah oui, maintenant on passe par B8. Voilà. Très joli. Dame E7. Roi E7 Et dame et dame F8 F8, mat. et dame F8 mat. C'est superbe. C'est une très belle variante. Ouais. On va la revoir. Bon. Ça, c'est des variantes que l'ordinateur calcule très vite. Alors maintenant, Jean-Luc, là, c'est là que c'est important d'avoir l'ordinateur. Ouais. Parce que l'ordinateur, en quelques instants, il va dire maths. Ouais. Oui, on va dire que l'humain a fait son travail et il a trouvé donc les manœuvres stratégiques et les plus importantes, le choix de l'ouverture, Oui. et l'ordinateur fait le reste. Quand on arrive dans la position qui est gagnante, pourquoi perdre son temps à calculer les variantes? Ce qui compte finalement dans ce type de rencontre, c'est d'avoir les bonnes idées, mais d'utiliser la machine pour le calcul, pour le reste. Exactement. Dame H4, donc la variante roi D6, fou F4 échec, E5 forcé. Ouais. Et maintenant, la petite quadriangulation, la quadrature du cercle. Dame D6. Roi D8 forcé. Dame tac, D8, échec. roi D6, Dame un petit B8. coup en B8 et un Et- petit mat en F8. Superbe. C'est joli. Très Ouais. joli, oui. C'est Donc joli. après F5, il n'y a plus de défense. Donc Ted Brown joue roi D6, Ouais. fou F4 échec. Échec. Donc là, il n'est pas question de jouer quoi que ce soit. Fou E5, puisque sur fou E5, fou G5 gagne la dame. C'est la partie, mais sur E5, il y a fou G5 aussi, Ouais, Stéphane. ouais. Et La dame est prise sur au roi piège. E7, il y a fou G5. Donc Ouais. quoi qu'il arrive, il y aura fou G5 en fait. C'est- Fou E5, fou G5. Et là, c'est terminé, tout simplement. Et oui, Puisque la dame est perdue. oui. Donc là, les Noirs ont Ils ont fighté un petit peu, mais sans Ouais. trouvé grand quelques espoir. défenses, oui. Tour prend G6, fou prend F6, une dame de plus, tour prend H6, tour prend. Donc ici, on a une tour de plus. Une tour de plus, ouais. Bon, attention à ces trois pions. C'est vrai que s'ils étaient déjà arrivés jusqu'ici, ça serait dangereux, mais là, ils sont vraiment trop loin. Donc pas de problème. Fou prend fou. Il faut en plus échanger les fous, tour prend. Et là, le problème, c'est que sur roi E5, qui a l'air de gagner le fou, eh bien non, il y a tour F7, contre-attaque sur l'autre fou. Ouais. Donc après roi E7, la partie a continué. C'est vrai que c'est une constante chez ces parties du championnat du monde, elle continue toujours jusqu'au bout. Alors on Oui. peut voir un niveau de jeu énorme, et les joueurs n'abandonnent pas. Donc Oui, toujours, parce- ils y croient, Ouais. mais il n'y a jamais de gaffe. Hein, ça, Bah, c'est- disons ça, c'est sûr. qu'on peut se tromper aussi, comme c'est pas un échiquier réel, on peut se tromper sur la souris, ça arrive. Oui, C'est-à-dire des que- mouse slip, hein, Voilà. qu'on appelle. La souris qui glisse. Voilà, c'est ça, et on se trompe et on lâche la pièce au mauvais endroit et on perd la partie. Ouais. C'est peut-être aussi un signe que la plupart des joueurs ne sont pas des professionnels, puisqu'en général, dans ce type de position, Un professionnel abandonne. un professionnel a confiance donc, dans le jeu de son adversaire et abandonne. Et là, les joueurs donc, qui sont plus là finalement pour le fun et pour l'amusement, tentent leur chance jusqu'au bout. Pion prend E6, je ne sais pas s'il est là pour le fun. Roi prend F6, pion prend, roi E7, Ça, c'est la façon la plus simple de gagner. Ouais. fou F5. Donc là, maintenant, c'est un gain technique, c'est-à-dire que le roi blanc va stopper les pions noirs et les deux pions blancs vont tout simplement avancer et aller à la dame. Ouais. Donc, Le roi noir ne peut pas à la fois empêcher le pion D et le pion G d'aller à dame. Donc, voilà, là, on empêche le pion d'avancer, c'est Ouais. normal. Roi D8, maintenant, il n'y a plus qu'à pousser. Oui, on peut jouer roi 3, enfin, tout gagne. On regarde juste la conclusion d'Olivier Touzanne. roi D4. Roi D4, B5, G5. Complètement impuissant, les noirs, dans cette C3, position. voilà, ça c'est une tentative L'ordinateur. d'ordinateur. On prend C3, roi D8, G6, roi C7, et là, bon, évidemment, pion G avance à dame. Donc voilà, alors on va conclure quand même sur ce débat. Alors, Jean-Luc, on assiste à une compétition d'échecs avancée, c'est-à-dire homme plus ordinateur. C'est pratiquement certain, compte tenu du niveau de jeu des parties, du fait que les joueurs trouvent quand même systématiquement les coups Il n'y a pas de gaffe. complexes, il n'y a jamais de gaffe. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence entre tous ces pseudos qui ne sont même pas forcément des joueurs? Je crois que ça fait partie donc, des grands débats qui sont lancés par cette compétition. C'est-à-dire que il me semble actuellement qu'il n'est pas facile de dire si un ordinateur seul peut
peut vaincre n'importe quelle équipe. Ouais. C'est-à-dire, quand je dis n'importe quelle équipe, c'est-à-dire homme plus machine. Oui, au pluriel. Homme plus machine. Donc l'ordinateur le plus puissant, est-ce que tout seul peut battre donc, un homme plus une machine quand même très performante ou est-ce qu'il faut l'intervention humaine? Ça, c'est la question que je me pose actuellement. Et c'est pas vraiment une vraie question, c'est plutôt s'il y a un ordinateur capable de battre n'importe qui, à quoi ça sert d'organiser des compétitions sur Internet? oui, ça peut également une autre... Surtout si l'ordinateur est commercialement commercialisé. C'est à celui qui manie mieux le mieux l'ordinateur. C'est vrai, mais le problème, c'est que tant qu'on n'aura pas répondu à ma question, on ne pourra pas répondre à une autre question. C'est que tant qu'un humain aura la possibilité de battre avec une machine, de battre une machine seule, Oui. on pourra La organiser ce genre de compétition compétition. La Oui. compétition aura un sens. Oui, mais d'un autre côté, c'est pas forcément le meilleur joueur qui sera capable de faire peut-être la meilleure Ça ne symbiose. sera pas le meilleur joueur, Exactement. mais ça sera le joueur le mieux préparé à ce type de rencontre. Ouais, Oui, tout à fait, mais le fait est que c'est quand même des qualifications pour un tournoi où là, il n'y aura plus d'ordinateur après. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont devoir jouer On en ne sait face pas, à face, pas. man to man. Non, on ne sait pas, puisqu'il y a quelques années, il y a eu en Allemagne, je crois, un joueur qui avait joué un Open Oui, et avec qui avait un une ordinateur. oreillette, Oui. hein, et il ne savait pas jouer aux échecs, et on s'est douté qu'il avait un ordinateur parce qu'il faisait de très belles parties, il arrivait à battre des grands maîtres, etc. Puis des fois, il réfléchissait 1 heure sur un coup Oui. qui était évident, il ne le jouait pas, parce qu'en fait, il ne savait même pas jouer aux échecs, et il jouait que les coups qu'on lui donnait l'ordinateur par Oui, tout à l'oreillette. fait, mais en fait, il avait été repéré le jour où il a battu un très fort grand maître. Ouais. Le très fort grand maître abandonne et lui dit évidemment, il y a mat en 8. Bon, alors que évidemment, la position était très compliquée. Personne sur Terre ne pouvait annoncer mat en 8 décemment. Ouais. Donc là, on a dit bon, écoute, tu te fous de nous, c'est pas possible. Enfin, jouer avec un ordinateur. De toute façon, c'est pas très grave. Il y a 8 places qualificatives par cette compétition. Et je suis sûr que les joueurs qui n'ont pas le niveau se feront éliminer probablement au premier tour. Mais Oui. on peut tout à fait envisager peut-être que C'est ce genre probable. de qualification puisse servir à un championnat du monde d'échecs avancé, justement. Ouais. En Pourquoi team, pas, En ouais. team d'ailleurs. Ouais, ça pourrait être ça. Pourquoi pas Ça pourrait très bien être mis en spectacle. Mais Deux teams exact- de joueurs. ouais, tout à fait. Ouais. On peut très bien jouer aux échecs En équipe avec des consultation. ordinateurs. J'avais organisé d'ailleurs le match entre Kasparov et les grandes écoles, Les grandes Et écoles c'est- qui jouent en qui consultation. jouaient en consultation en équipe. Donc c'est Sans tout- ordinateur. sans ordinateur. Mais effectivement, non, mais là ça aurait été dur quand même pour Ça aurait été Kasparov. dur pour Kasparov, effectivement. Même à l'époque, les ordinateurs étaient quand même assez forts. Mais c'est intéressant le jeu par équipe, oui, pourquoi pas. C'est du vrai jeu par équipe cette fois. C'est qu'effectivement, on est à plusieurs à réfléchir à la même partie. Actualité toujours avec le match Étienne Bacrot contre Émile Sutovski. Donc match au sommet, match annuel. Maintenant c'est devenu une tradition, Stéphane, depuis que nous avions été voir Match annuel Beliavski. pour Étienne Bacrot, hein, pas pour Oui. Emil Sitowski. toujours. On avait été donc filmer le match avec Beliavski. Oui, tout à fait. Il avait déjà joué contre Korchnoi, il avait Mhm. déjà joué contre Levon Aronian, qui est maintenant un des meilleurs joueurs du monde, Short. contre Short, L'an dernier. contre Hubner. Mhm. Il a toute une liste d'adversaires à son palmarès. Et Et là, il s'attaque au champion d'Europe. Oui, alors à noter quand même que Enfin, il joue chez lui. et Tout sur sortant tous chez ces matchs, il a eu beaucoup de mal. En fait, il a perdu contre Korchnoi, il a perdu Oui. contre Short. Oui. Donc c'était des joueurs quand même un cran au-dessus à l'époque. Maintenant, il joue Emil Sitowski, qui est champion d'Europe, qui est donc très très fort. Et par contre, cette fois, on sent qu'il a la possibilité de gagner. Ils ont le même classement Elo. Hein. Ils ont Voilà. 2650 chacun. C'est ça. Donc ils ont des très forts classements Elo. Donc le match est normalement très équilibré. Jean-Luc, est-ce que tu as suivi un peu ton camarade de club, Moi, ton je ancien ne suis camarade pas de club vraiment d'accord avec l'analyse de Stéphane. C'est que Emil Sitowski, s'il est champion d'Europe, c'est qu'il est probablement actuellement plus en forme que des Korchnoi ou autres joueurs. Ah oui, non, mais je dis que cette année, je veux dire, pour la première fois, il a le niveau pour battre un joueur de cette classe-là. Ben non, je pense que oui, il a le niveau, mais Voilà. son adversaire est plus fort que ses adversaires habituels, puisque c'est un joueur plus... Disons qu'Étienne a progressé, c'est ça que tu essaies de nous faire Ce que je veux dire, c'est comprendre. qu'Étienne a considérablement progressé mais que son adversaire est plus fort que d'habitude. Il est plus fort Oui, il est plus fort que son. que Korchnoi ou Beliavski. Oui, enfin certainement pas plus fort que Short, qui quand même est d'un calibre vraiment impressionnant. Actuellement, les résultats de Short ne sont pas excellents. Je pense que Short non plus n'est pas en très très grande forme, puisqu'il avait perdu contre Igor au championnat du monde, par exemple. Oui, bon bref, peu importe. En tout cas, Sutovski, c'est un adversaire assez remarquable. Et dangereux. Et le score après 3 rondes, avantage Étienne, qui mène 2-1. Il a Ouais. gagné une partie et fait 2 nuls. Donc vous pouvez consulter les parties sur le site www.europe-échec.com. Il y a toutes les parties à télécharger. Et vous verrez une deuxième partie totalement stupéfiante, vraiment incroyable. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu.
Ouais. Mais en tout cas, elle est délirante. Oui, elle s'arrête alors qu'elle alors qu'elle commence. Oui, elle commence, oui. La position est extrêmement compliquée, elle s'arrête abruptement, donc un peu contre le spectacle. Ouais, moi, je suis sur la deuxième partie, alors que quand la position où ça s'arrête, il y a une grande dynamique dans le jeu, quoi. On ne peut pas dire le contraire. Hein. Les Noirs ont monté une grande contre-attaque. C'est extrêmement compliqué. Donc, deuxième partie de ce match à télécharger sur le site d'Europe Échecs, par exemple. Dernière chose, maintenant on va peut-être aborder les tournois à venir. Donc là, nous avons notre spécialiste en tournoi, puisqu'il s'agit d'un joueur très actif, Jean-Luc Chabanon, qui a étudié pour vous tous les tournois à venir donc pour ce mois de octobre-novembre, ces 2 mois. Oui, donc beaucoup de tournois à la Toussaint, hein. Donc une actualité très très chargée et beaucoup de tournois dans toute la France. Donc évidemment, je pense qu'on ne peut pas ne pas parler en premier, Jean-Luc, du tournoi de Bastia. Quand même phénoménal ce tournoi. Pas passer donc à côté du tournoi de Bastia, donc un tournoi qui a 600 000 francs de prix, je crois. 600 000 francs dotation totale. Et avec une affiche exceptionnelle, puisque je crois qu'il y aura donc il y aura Anand, l'Indien Vishwanathan Anand, qui a gagné l'an dernier. Oui. Qui va jouer. Il y aura Shirov. Plus de nombreux grands maîtres de premier plan. Morozevich. Il y aura tout simplement les 2 finalistes du championnat du monde de l'an dernier. Il y aura tout le monde, sauf Kasparov Kramnik, a priori. Qui, eux, on a du mal à les attraper. En tout cas, ce tournoi de Bastia va être tout à fait exceptionnel. Ça se passe sur 3 jours ou 4. Ça se passe, oui, donc sur 3 jours donc pour les grands maîtres. Et la compétition donc, avec les tournois annexes dure 4 jours. Donc, alors, tu as déjà été joué là-bas, tu peux peut-être nous décrire un peu le cadre. Oui, donc on avait déjà été filmé aussi. Bastia donc, est un tournoi qui est très très bien organisé, donc dans une très belle salle. Et c'est une ville très très sympa, quoi. C'est très sympa de toute façon d'aller jouer en Corse. Donc amis Corse, merci de nous accueillir. En tout cas, on essaiera d'aller nombreux vous voir. On se rappelle Stéphane du match Étienne Bacrot, Judith Polgar évidemment. Oui, bien sûr. Ouais. Étienne Bacrot, donc toujours dans ces histoires de match. C'était le premier direct. Pulvérisé Judith Polgar, premier direct de Diagonale, c'est historique. Et même premier direct de match d'échecs sur Internet. De l'histoire des échecs. Enfin en vidéo, hein, évidemment. En vidéo sur Internet. En vidéo. Tout à fait. Voilà, donc il y a ce tournoi-là. Et maintenant, il y en a aussi d'autres en France. Alors ça, si vous avez envie de jouer un tournoi à la Toussaint, c'est des tournois qui durent à peu près une semaine. Je crois qu'on va faire un petit tour de France. Donc si vous êtes dans le nord de la France, vous pouvez aller jouer au Touquet, par exemple. Alors le Touquet, extrêmement sympathique. Tournoi vraiment très bien organisé dans une énorme salle tout en pierre massive. Il fait frais. Une station balnéaire qui a beaucoup de charme. Et, ville très sympathique. Et vous pourrez essayer au passage la soupe de poisson du restaurant Chez Pérard. Il ne faut pas faire de pub, mais enfin en tout cas, elle est vraiment délicieuse. Donc allez-y, n'ayez pas peur. Elle dorée au Capre aussi, enfin allez-y, le Touquet c'est vraiment très bien si vous êtes dans le Nord. Il y aura un tournoi, donc si vous habitez en Touraine, il y a un tournoi à Tours, un tournoi très très fort. C'est le Twin Towers. Un tournoi qui dure 3-4 jours, oui exactement. Je crois qu'il y a un tournoi à Sautron aussi, dans la région nantaise. Alors il paraît qu'il est extrêmement relevé ce tournoi, puisque à ce jour il y aurait déjà plus de 30 titres inscrits. Donc si vous êtes fan de joueurs titrés, si vous avez envie d'en rencontrer, eh bien allez à Sautron, c'est là où il y aura probablement le plus beau palmarès, après Bastia évidemment. Et si vous aimez le soleil, eh ben, je vous conseille soit l'Open de Toulon, qui va être très fort aussi. Qui va être très très fort, qui se joue au Palais Neptune. Donc le charme de la Côte d'Azur, et également le tournoi de Menton, donc le tournoi de Menton auquel je vais participer. Donc là on aura l'occasion de voir le joueur le plus bronzé du circuit. Et voilà, donc il y aura aussi mon ami anglais Tony Costen qui va jouer, le grand maître international, et d'autres grands maîtres. Ça sera aussi un tournoi très sympathique dans une ville qui a beaucoup de charme. Donc alors pour résumer, on va conseiller donc par région, allez dans votre région, ça c'est le premier choix. Deuxième chose, si vous voulez voir des très très forts grands maîtres, des très très bons joueurs, allez à Bastia. Et ensuite, si vous voulez vous amuser, manger de la bonne soupe de poisson, vous allez au Touquet. Pour avoir toutes les informations sur les tournois, vous allez sur le site fédéral www.fféchec.com. Et là, vous aurez les informations sur tous les tournois avec les téléphones des organisateurs, les dates, les cadences, bref, tout pour passer des très bonnes vacances de la Toussaint dans le milieu des échecs. Donc on va arrêter là cette édition, Stéphane. On donne rendez-vous la semaine prochaine si Dieu le veut, parce que maintenant c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Jean-Luc, merci d'avoir participé à cette édition. Merci et j'espère que l'aventure va continuer. Sinon, je dis à bientôt à tous les téléspectateurs et à toi, Éloi. Et tout à fait. Donc nous souhaitons bonne chance en tout cas à tous nos Français engagés sur ce championnat du monde qualificatif par Internet. Et on vous dit rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle et peut-être dernière émission de Diagonale. Merci de nous avoir suivis.